nous allons parler d'un risque particulier, c'est celui de l'antibiorésistance. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est en quelque sorte de planter le décor. On va se mettre tout de suite dans l'ambiance. 2050, j'aurai 70 ans, je me blesse, je ne sais pas, en jardinant, petite coupure, ça s'infecte, manque de peau, je tombe sur le staphylocoque doré, et en plus il est résistant à la méticilline, on va en parler plus tard, c'est une des problématiques qui se posent en santé humaine, on parle de SARM, Ouais. c'est ça. Donc la méticilline, c'est la famille d'autres médicaments plus connus comme la pénicilline ou l'amoxicilline que tous les parents connaissent pour donner souvent à leurs enfants quand ils ont... Pas trop souvent. Peut-être un peu trop souvent, on va en parler. Et ben on est en 2050, scénario catastrophe. On a les phénomènes de résistance aux antibiotiques se sont tellement développés que je n'ai plus d'antibiotiques à disposition pour me soigner. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, je risque juste une surinfection sur la peau ou je peux y passer? Ça dépendra de vous, en partie, ça dépendra de la plaie, ça dépendra de votre état de santé à ce moment-là. Alors, vous serez une personne un peu plus âgée. Le risque, c'est évidemment de développer une infection plus grave et que cette infection devienne ce qu'on appelle une infection systémique parce que le germe s'est propagé dans votre organisme. Normalement, le système immunitaire doit vous permettre de vous protéger. On a un système de défense quand même extrêmement élaboré. Et les bactéries, d'ailleurs, y contribuent dès le départ. On va y revenir, d'ailleurs. On a ce qu'on appelle un microbiote et une flore dite de barrière qui vient nous aider, qui est un des premiers remparts. Si malheureusement en 2050 nous n'avons pas pu faire face aux bactéries multirésistantes, ce que je ne pense pas, mais ça serait un scénario catastrophe, et c'est le scénario qui inquiète évidemment un certain nombre de médecins, de décideurs en santé publique, et qui fait qu'on a une mobilisation assez forte sur ce sujet depuis maintenant la fin des années 90. C'est-à-dire le fait qu'on pourrait avoir un arsenal thérapeutique qui se soit suffisamment tellement dégradé qu'on reviendrait à une ère pré-antibiotique avant leur découverte par Fleming avec la découverte de la pénicilline, tous les travaux sur les sulfamides, la découverte de nombreux antibiotiques dans les années 50 et 70. Donc c'est une préoccupation aujourd'hui. On fait ces journées avec l'agriculture et la santé, donc j'essaierai de replacer au cours de ce débat la place de l'agriculture dans cette problématique, sachant que la première préoccupation, c'est bien sûr une préoccupation médicale, avec une forte mobilisation à la fois de l'OMS, à la fois des grandes organisations comme le CDC aux États-Unis. Dans l'histoire des antibiotiques, en fait, on a une période, ce qu'on appelle l'âge d'or des antibiotiques, qui est la période de l'après-guerre. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale, probablement que la découverte de la pénicilline, l'industrialisation de sa production aux États-Unis, a été un des enjeux majeurs de la victoire des Alliés, puisqu'on pouvait soigner, on soignait des blessures, on pouvait soigner les soldats très rapidement, et on avait une arme antibactérienne qui a énormément aidé nos forces dans ce combat. Donc ça a été une période d'âge d'or, puisque des années 50 à 70, les firmes pharmaceutiques ont exploité énormément ce filon, puisqu'il fallait découvrir de nouveaux antibiotiques. Et on a eu comme ça régulièrement de nouvelles classes d'antibiotiques qui ont été découvertes. Et finalement, le problème de la résistance aux antibiotiques, qui avait été décrit par Fleming dès ses premiers travaux, a été toujours combattu par l'arrivée d'une nouvelle classe, d'une nouvelle forme d'antibiotiques. Donc jusqu'à fin des années 80, les médecins avaient la problématique à l'hôpital, mais on avait toujours un arsenal très efficace. Dans les années 80-90, on arrive à une période où finalement il y a d'autres maladies qui sont devenues les phares du développement de l'industrie pharmaceutique mondiale. C'est le traitement du cancer, c'est le traitement des maladies, ce qu'on appelle les maladies chroniques, c'est-à-dire les maladies qu'on a du fait de l'allongement de la durée de vie, le traitement du diabète, les traitements des maladies cardiovasculaires, etc., qui sont les causes majeures de mortalité aujourd'hui dans nos pays développés. Et l'industrie pharmaceutique a finalement abandonné cette voie de développement. Et donc, les médecins se rendent compte que dans les années 80, il n'y a pas de nouveaux antibiotiques qui arrivent sur le marché. Et à côté,
on a le développement de la résistance au niveau hospitalier qui augmente, avec un besoin finalement avec aussi le développement de la technologie hospitalière qui fait qu'on peut faire des choses, des greffes, des traitements sur des sujets immunodéprimés. On a le problème de VIH avec la suppression de l'immunité. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'on peut se retrouver dans une situation où il n'y aurait plus d'antibiotiques efficaces. Et les Européens... Une impasse. Une impasse. Et on a ce qu'on appelle une conférence un petit peu fondatrice en 1997, je crois, à Copenhague, qui est sur ce péril microbien qui mobilise en fait tous les médecins infectiologues, les vétérinaires également, pour se réunir et se dire il faut faire quelque chose, il faut relancer nos démarches pour bien maîtriser l'usage durable des antibiotiques, qui sont finalement un bien commun à l'humanité, qui nous ont permis de passer au XXe siècle dans une autre ère, qui est la disparition petit à petit des maladies infectieuses et une chute vertigineuse de la mortalité due à ces maladies. Alors justement, on a planté le décor. Moi, je vous propose maintenant de revenir plus en détail sur ces différents protagonistes que sont d'un côté les antibiotiques et d'un côté les bactéries. Donc les antibiotiques d'abord, amis, ennemis, enfin qu'est-ce que c'est un antibiotique? Alors, ça existe, on les a dit que vous avez cité Fleming, on les connaît depuis peu, mais ça veut dire que c'est une génération spontanée, c'est récent ou ça existe en fait, depuis très longtemps? Les molécules antibiotiques, je le dis souvent, ce sont des molécules naturelles, puisque Fleming a découvert la pénicilline par hasard, parce que son collègue travaillait sur Penicillium notatum et qu'il a vu une contamination de ses boîtes de pétri. Donc il revient de vacances. Penicillium notatum, c'est une levure. C'est une levure, et donc il revient de vacances. Il avait laissé des boîtes de pétri avec des staphylocoques sur sa paillasse, ce que faisaient beaucoup les microbiologistes dans les années 30. Et il a un bon sens de l'observation. Il s'aperçoit que il y a quelque chose qui a poussé, c'est Penicillium notatum, et qu'autour, il n'y a pas de Staph aureus. Et il se dit, formidable, il y a quelque chose. Et il essaye de comprendre le phénomène et commence une longue quête qui est l'isolement de la pénicilline, qui est une petite molécule produite par Penicillium notatum et qui est en fait un inhibiteur et un tueur d'une bactérie, de bactéries, pas que Staphylococcus aureus. Et on a en fait découvert que depuis on sait que les bactéries, les champignons, les micro-organismes ont depuis plusieurs milliards d'années développé en fait des messagers chimiques qui sont des produits du métabolisme bactérien et des champignons, et ça leur sert de messager, ça leur sert de moyen de lutte, ça leur sert d'arme de défense, ça leur sert d'éléments de communication. Et ça interagit sur les processus de développement des bactéries, des champignons, etc. C'est de la régulation. Donc les producteurs d'antibiotiques, ce sont les bactéries elles-mêmes? Oui, ce sont les bactéries, ce sont des micro-organismes. Et d'ailleurs, le filon, la voie exploitée pour retrouver des antibiotiques, c'est le sol. Ce sont des agronomes, des spécialistes de la biologie, dont un Français d'ailleurs, qui en fait étudient dans le sol les organismes que l'on sait cultiver pour regarder ce que ils peuvent inhiber. Et c'est la voie royale qui a été permis à l'industrie pharmaceutique de découvrir les nouvelles classes d'antibiotiques, les nouvelles familles. Alors, on a parlé des antibiotiques, maintenant parlons des bactéries. Alors, sur l'écran, on a une sélection de bactéries pathogènes, mais qu'est-ce qu'on peut dire des bactéries en général? Alors les bactéries, la planète Terre est une planète bactérienne d'abord. Nous-mêmes sommes d'anciennes bactéries. Dans l'histoire de la vie, les bactéries arrivent dans les premières, ce n'est pas tout à fait les premières, mais arrivent dans les premières. Donc il y a quelques milliards d'années, nous, en tant que primates, Homo sapiens, on est là que depuis, dans notre forme actuelle, que depuis quelques dizaines de milliers d'années. Donc l'homme est un fruit de l'arbre de la génération, enfin de l'arbre de l'évolution. Les bactéries, elles, sont là sur la planète. On considère que pour un humain, il y a à peu près 50 tonnes de bactéries dans le sol, sur les plantes, dans notre environnement. Et c'est elles qui nous ont fait éclore c'est la vie dans sa complexité, dans son miracle de la vie. Et c'est elles qui ont façonné notre monde avec ensuite l'évolution évidemment des organismes supérieurs que sont les eucaryotes, nous, vous, les plantes, enfin voilà, les animaux, les plantes, etc. Alors, ces bactéries, il y en a certaines qui nous veulent du bien, il y en a certaines qui nous veulent du mal.
En fait, elles ne nous valent rien du tout. Les bactéries, pour nous, les bactéries n'ont pas d'abord la perception des bactéries, je ne sais pas ce que c'est, mais le monde bactérien, c'est une autre échelle, hein. On est dans le micromètre, nous sommes dans le mètre. Elles sont dans un environnement et elles s'adaptent à leur environnement. Donc parfois, pour s'adapter, elles conquièrent un environnement et c'est là où, si cet environnement c'est notre organisme, ça peut faire des dégâts. Mais dans la plupart des cas, en fait, la grande majorité, je pense que la très très grande majorité des 50 tonnes de bactéries qui nous environnent, il n'y en a que quelques-unes qui sont vraiment pathogènes et qui ne le font pas exprès, c'est parce qu'elles répondent à un environnement. On est avec nos bactéries? On n'est pas avec. Au moment de la naissance, on acquiert les bactéries de notre environnement, donc de notre maman, d'abord, c'était la première transmission, et évidemment de l'environnement de la maternité dans lequel vous êtes, etc. On les acquiert et elles viennent construire notre immunité, puisque petit à petit elles s'installent, et il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, hein, dans le sujet de la résistance de la résistance aux antibiotiques des bactéries, pardon. Je regardais l'écran pour en repérer quelques-unes parce que je ne suis pas tout à fait familier avec leur nom. Oui. Leur nom, qu'est-ce qu'on peut en dire grosso modo? Elles se classent comment, ces bactéries qui nous embêtent? Alors en fait, elles sont toutes dans des groupes de bactéries qui ne sont pas pathogènes. C'est-à-dire que seules quelques souches pour les bactériologistes, peuvent se révéler pathogènes. Si je prends Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré, nous avons une bonne partie de la population, on est quelques-uns dans cette salle, nous avons des staphylocoques dorés sur nous. On en a un petit peu dans le nez parfois, et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'elles sont là, tout se passe bien, et nous sommes dans une phase où nous sommes en équilibre, et en fait ce sont des commensales. Dans une situation X, notre incident de tout à l'heure, elles peuvent se retrouver avec une voie d'entrée, et il peut y avoir une cascade d'événements qui va les faire se passer du stade commensal à un germe un peu opportuniste qui va rentrer dans l'organisme. Ça arrive beaucoup à l'hôpital, parce que à l'hôpital, vous avez évidemment un certain nombre de soins qui sont beaucoup plus invasifs. Vous avez des perfusions, vous avez un environnement où de toute façon on fait de la chirurgie, vous avez peut-être été soigné pour des blessures, etc. Et là, les bactéries se révèlent opportunistes et peuvent venir vous infecter. C'est ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Donc, une partie des petites bactéries que j'ai mis là, par exemple Acinetobacter baumannii, c'est une bactérie de l'environnement qui se retrouve un peu partout. À l'hôpital, malheureusement, elle peut devenir opportuniste et devenir un pathogène. D'accord. Alors parmi les autres bactéries, on en a une autre qui est E. coli, enfin c'est son petit nom, Escherichia coli pour son développé. Je vous propose de s'intéresser un petit peu à celle-ci particulièrement pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, la résistance, qu'est-ce qui va déclencher la résistance aux antibiotiques chez cette bactérie. Concrètement, en fait, déjà, peut-être nous expliquer comment fonctionne, comment un antibiotique agit sur une bactérie. Tout à fait. Alors, en fait, Escherichia coli, c'est une bactérie dite gram-négatif, donc avec une cellule, je pense qu'une cellule, de l'ADN, un peu d'ARN, des ribosomes, une membrane, une paroi, une seconde membrane. C'est une bactérie très commune, hein. On est tous porteurs d'Escherichia coli, on en a tous dans notre tube digestif. On entend de temps en temps parler dans la presse parce qu'il y a une contamination, ça donne lieu à une alerte sanitaire, des retraits de marché de certains produits. C'est une bactérie qui a, pour certains clones de cette bactérie, des propriétés toxinogènes. Elles acquièrent des gènes qui donnent des propriétés toxinogènes et malheureusement, elles se révèlent à ce moment-là pathogènes. Mais dans la plupart des cas, ce ne sont pas des bactéries pathogènes. C'est d'ailleurs la bactérie préférée des microbiologistes parce que c'est un peu le grand sujet d'étude. Cette bactérie, Escherichia coli, elle est sensible à quelques classes d'antibiotiques. On le détermine en faisant des concentrations minimales inhibitrices. C'est-à-dire qu'on fait des solutions d'antibiotiques et puis on regarde jusqu'à quelle concentration ces bactéries
cette Escherichia coli est capable de se multiplier. Et puis quand elle n'est plus capable de se multiplier, on dit que c'est ça la concentration minimale inhibitrice. Donc c'est le début du moment où on commence à l'antibiotique... classer ce que c'est qu'une bactérie sensible, une bactérie résistante. Il se trouve que l'Escherichia coli, elle n'est pas sensible à tous les antibiotiques parce que tout simplement, il n'y a pas la cible d'action de l'antibiotique chez cette bactérie. Par exemple, Escherichia coli n'est pas sensible à la pénicilline. On parle de sensibilité, de résistance naturelle. C'est naturel. Les antibiotiques ne sont pas actifs sur toutes les bactéries, encore heureux, et toutes les bactéries ne sont pas sensibles à tous les antibiotiques. C'est même une façon de diagnostiquer une bactérie, de faire son spectre de sensibilité. Mais là, on ne parle pas, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas la résistance naturelle. Ce n'est pas la résistance naturelle. Quelles sont les autres résistances ? C'est la résistance acquise. Alors la résistance acquise, c'est le fait qu'une souche qui devrait naturellement être sensible passe dans une autre classe qui est le fait d'être résistante. Et là, dans ce cas-là, on va l'acquérir de deux façons, soit par une mutation d'un gène, soit par l'acquisition de cette résistance. Et c'est ça qui intéresse les médecins, et les vétérinaires et les bactériologistes, c'est cette notion de résistance. On va peut-être s'intéresser, si vous voulez bien, à la réaction des pouvoirs publics, de la communauté scientifique, face à ce problème qu'on évoquait tout à l'heure, même s'il y a une prise de conscience assez récente. Comment avons-nous réagi ? Alors, en 97, donc, il y a cette mobilisation qui est très vite prise en compte, qui est prise en compte par l'OMS, qui dit c'est un sujet majeur, il faut s'en emparer. Et l'Europe est pour ça très en avance dans ce processus. C'est vraiment les médecins et la communauté médicale européenne qui a sonné le tocsin en disant il faut qu'on s'en empare de ce sujet. Les infections, aujourd'hui, les infections bactériennes ne sont pas une cause de mortalité majeure, même si ça représente quand même tous les jours à l'hôpital des situations graves. Mais il ne faut pas que ça se dégrade et il faut se mobiliser. Donc tous les États membres ont commencé à prendre en compte ce sujet. Il se trouve qu'en Europe, on a des agences qui sont bien faites, avec l'agence, par exemple, le Centre de contrôle des maladies, le CDC européen, qui s'en empare, qui fait des statistiques, et les agences nationales également font des statistiques. Donc en France, on s'empare bien du sujet dès les années 2000, et on a ce qu'on appelle les plans nationaux. On a un troisième plan, le quatrième est en préparation, pour essayer de mieux maîtriser cette problématique à l'hôpital, en ville. Et cette année, vous avez un rapport qui a été demandé par notre ministre Marisol Touraine pour faire le point et essayer de trouver encore des solutions parce qu'on piétine un peu en France sur la baisse de la consommation des antibiotiques et on a essayé de mieux comprendre, de faire le point de ce qu'il fallait faire. Aucun nouvel antibiotique avec un nouveau mécanisme d'action n'a été développé depuis 20 ans. Eh oui, on n'a pas vu. Il faut savoir qu'il y a plusieurs causes à cela. Bon, le fait que l'industrie pharmaceutique a développé d'autres types de médicaments, les anticancéreux, enfin un certain nombre de classes de médicaments, et n'a pas forcément investi dans le domaine des anti-infectieux. La deuxième cause, c'est que les voies de recherche, finalement, qui ont été explorées ces 20 dernières années, étaient des voies de recherche beaucoup basées sur la biologie moléculaire. Elles ne se sont pas révélées forcément si innovantes que cela. Et la troisième raison, c'est que c'est difficile aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de développer un médicament. C'est-à-dire que pour qu'un médicament arrive sur le marché, ce que demandent les citoyens, c'est qu'il soit très sûr. On ne veut pas d'effets secondaires. Donc il faut vraiment, la plupart des médicaments sont stoppés pour des problèmes d'effets secondaires au moment des essais cliniques. Actuellement, c'est très difficile de prévoir ce qui pourrait se passer. Et la prise de risque, et le bénéfice-risque, l'approche bénéfice-risque, c'est difficile à faire aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique. La problématique aujourd'hui de la résistance aux antibiotiques pour l'homme, c'est à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est le gros de la problématique, c'est se retrouver pour un médecin qui vient de faire, une opération chirurgicale, de vous mettre un nouvel implant, qui vient de vous faire un traitement anticancéreux et qui a des bonnes chances vous êtes sur la guérison, de se retrouver tout d'un coup vis-à-vis d'une infection bactérienne.
démunis parce que cette infection est grave. Donc, par exemple, Staphylococcus aureus résistant à la ménicilline, c'est un germe pathogène, responsable souvent d'infections nosocomiales, qui va se retrouver qu'on va retrouver dans des infections souvent, par exemple, à la suite d'opérations chirurgicales sur les os, et qui va devenir une vraie catastrophe pour la personne évidemment infectée, parce qu'on aura énormément de mal à la traiter. L'entérocoque résistant à la vancomycine, c'est quelque chose qui peut vous infecter suite à une opération chirurgicale du tube digestif. Là encore, vous avez une opération, on vous soigne, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose de difficile. La vancomycine, à ce moment-là, n'est plus efficace. Donc c'est à chaque fois des situations. Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, c'est un cas un peu différent. C'est le pneumocoque chez l'enfant. Alors, il n'est pas résistant à la pénicilline, il est moins sensible à la pénicilline, mais c'est avoir une angine et malheureusement devoir prendre le traitement beaucoup plus longtemps ou même avoir une surinfection, enfin des problématiques et des séquelles suite à une angine, ce qui est un peu dommage parce que c'est finalement très facile à soigner quand il est sensible à la pénicilline. Dernier moyen de lutte, la recherche. La recherche, toujours. L'innovation. Innover, l'innovation. Alors, c'est de trouver de nouveaux antibiotiques. On n'a pas exploité toutes les antibiotiques qu'on avait sous la main. Vous avez dit une centaine par rapport à plusieurs milliers. Oui. Donc, c'est reprendre les vieux antibiotiques, ceux qui n'ont pas eu de succès, je dirais, commerciaux, parce qu'ils étaient peut-être un peu plus toxiques. C'est notamment le cas des polypeptides, de la colistine. C'est de trouver des nouvelles formulations, c'est de les retravailler avec les nouvelles technologies pour retrouver des nouvelles façons de les administrer. C'est de trouver, par exemple, des nouvelles formes d'administration qui permettent de protéger la flore intestinale du sujet traité. C'est de trouver des nouvelles façons de les vectoriser pour les faire arriver sur les bactéries pathogènes et pas sur les autres bactéries. Bon, c'est beaucoup de technologies. C'est de développer de nouveaux antibiotiques. On en connaît les peptides, les lysines, enfin, un certain nombre de nouvelles molécules qui ne sont pas simples à utiliser, mais qui sont une voie de recherche. Et puis, c'est de trouver d'autres approches pour... De nouvelles voies. De nouvelles voies, par exemple, d'utiliser les phages, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut prendre 2 minutes sur les phages. Alors, les phages, ce sont des virus. Ce sont des virus. Donc, c'est soit des petites... ce que je vous avais comme image, là, c'est des petites capsides qui contiennent un petit peu d'ADN, qui est capable de rentrer... de venir sur la bactérie, d'être injecté dans la bactérie, de se multiplier dans la bactérie, de refabriquer des capsides et de détruire la bactérie. Donc c'est une voie de recherche intéressante parce que c'est une autre approche. Alors ça n'a rien à voir avec les nanotechnologies. Ce n'est pas une nanotechnologie, ça sera peut-être des phages issus de la biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'actuellement on fait de la sélection de phages de façon naturelle. On commence à bien comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces phages. Peut-être qu'un jour, il y aura des phages OGM, mais ça, c'est un autre sujet. L'autre sujet, c'est par exemple de se dire une bactérie en elle soit, elle est pathogène parce qu'elle est virulente. Elle est capable de conquérir un tissu, de se défendre contre notre système immunitaire. Si on bloque ces gènes de virulence, peut-être que ce ne sera pas aussi grave. Donc il y a des voies de recherche. C'est-à-dire de modifier son expression et de l'empêcher d'être, de la laisser se détruire par notre système immunitaire. Pour conclure, donc demain on peut être résolument optimiste, mais vous m'avez fait passer cette infographie qui émane de l'agence Review on Antimicrobial Resistance, qui est une agence dépendante du gouvernement britannique, si je ne m'abuse. Et alors, si vous la détaillez, vous l'avez à l'écran, elle présente la mortalité actuelle de différentes causes. On va retrouver les accidents de la route, le cancer, ce genre de choses, au niveau mondial, et ce qu'on pourrait projeter sur 2050. Et alors là, c'est le bloc, le segment bleu marine, là, c'est effrayant. On arrive à 10 millions de morts en 2050. Oui. Mais je comprends pas, parce que vous me disiez, finalement, on peut être optimiste, et là, nos voisins, eux, ne le sont pas du tout. Pourquoi ? Alors, il faut bien sûr prendre ce type de rapports qui sont des rapports qui servent d'alerte. Faire une prospection à jusqu'à 2050, c'est 30 ans plus loin. Si vous prenez les prospections il y a 30 ans, je pense que le monde d'aujourd'hui n'était pas dans les projections de n'importe quelle agence. Ces réserves mises à part. Ces réserves mises à part, c'est
Aujourd'hui, la résistance, c'est un sujet global. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation globale de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, de la FAO pour les productions agricoles. Il faut vraiment se mobiliser globalement parce que nous ne sommes qu'à quelques heures d'avion d'autres pays, à 8 ou 9 heures d'avion de la Chine, à 8 ou 9 heures d'avion des États-Unis, des pays d'Amérique latine, des pays africains. On sait que de toute façon, les bactéries voyagent aussi vite que nous puisque nous sommes les vecteurs. Nous sommes en partie les vecteurs. Il n'y a pas que nous, il y a aussi Elles la voyagent faune avec sauvage, nous. etc. Elles voyagent avec nous. Donc, la problématique est globale. La solution doit être globale. On est sur un environnement qu'on peut essayer de maîtriser et qu'on peut comprendre et qu'on peut analyser grâce à la mobilisation des connaissances, des technologies, etc. Mais il faut qu'on soit très coordonné. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas le problème de l'antibiorésistance en n'agissant que sur la prescription d'antibiotiques. On résout le problème de l'antibiorésistance en ayant un autre mode d'utilisation de soins pour l'homme, de soins pour l'animal et en trouvant de nouvelles solutions.